va faire venir les autres. Peut-être juste avant de commencer, je vous demande de passer vos portables sur silencieux. Je vérifie que je le fais aussi parce qu'il ne faut pas. Après avoir dit ça, ce sont les liens qui sonnent. Voilà, donc bienvenue à tous pour cette conférence. Ça va déjà faire la deuxième. La dernière a eu lieu le mois passé avec Francine Leclerc, qui était professeure de grec biblique et de Nouveau Testament à la faculté de théologie de Paris et qui travaille à l'Alliance biblique française, qui est venue nous parler de la traduction de la Bible à partir des textes grecs et hébreux. Et puis donc cette conférence maintenant sur l'anarchisme, qui a une origine assez étrange et complexe. En fait, Sébastien Fraisse et moi-même, nous étions dans la même promotion à la faculté de théologie. Et j'ai été très frappé par son côté, je dirais pas anarchiste, mais assez révolutionnaire. Oh, c'est pas pareil. Pas du tout. Voilà, mais voilà. Disons que j'étais assez frappé par certains traits de sa pensée, et je m'étais toujours posé la question comment on peut s'engager dans le ministère pastoral tout en ayant de telles convictions. Et un jour, en discutant avec lui, il m'a dit mais il n'y a pas une opposition fondamentale, profonde entre le christianisme et l'anarchisme. Alors moi, ça m'a vraiment étonné, parce que pour moi, il n'y a pas plus anti-chrétien que l'anarchisme, ni Dieu ni maître. Ça, c'était pour moi là où j'en étais. Et Sébastien m'a dit que non. Alors je lui ai lancé un défi qu'il a bien voulu relever, c'est de venir ici nous parler de anarchisme et christianisme. Et je tiens à dire que c'est la première fois qu'il fait cette conférence. Donc c'est assez... Alors, sur la forme de conférence, c'est assez nouveau pour lui, mais on en a déjà longuement discuté, donc je suis assez curieux de réattendre ses arguments. Mais en tout cas, je le remercie d'avoir fait le déplacement depuis Cambrai, où il est pasteur, pour venir ici à Nevers nous parler donc de ce sujet, christianisme et anarchie, opposition ou concordance. Sans bêtises, hein, j'espère. Hein. Sans bêtises. Jamais. Voilà, je vais maintenant lui laisser la parole pour qu'il nous introduise dans le sujet et qu'il nous donne le déroulement de cette conférence. Voilà, merci de m'accueillir. Je suis donc Sébastien Fraisse, pasteur de l'Église protestante unie à Cambrai depuis 3 ans. Et effectivement, après discussion avec Guy Bertrand, j'ai bien voulu venir parler un petit peu de ce sujet. Christianisme et anarchie, opposition ou concordance. Alors je dis tout de suite, mon point de vue, il est un point de vue chrétien, protestant, réformé. Voilà, je parle de ce point de vue-là. Évidemment, ce que je vais dire, sans doute que tout le monde ne sera pas d'accord. Toutefois, tout ce que je vais dire et aborder, je pense que des personnes qui ne sont pas forcément des chrétiens convaincus, ni des réformés, peuvent tout à fait y trouver quelque chose et entendre des choses qui ne sont pas forcément habituelles. Alors, je n'ai rien inventé, hein. J'ai juste lu certains livres et j'ai agencé un petit peu tout ça. Donc, pour répondre à cette question, il y aura une première partie, après une petite introduction, il y aura une première partie où je parlerai un petit peu de l'anarchisme, à partir de quelques grandes figures de l'anarchisme au XIXe siècle. Et puis, dans un second temps, un peu plus biblique et théologique, eh bien, j'essaierai de montrer que, pour moi, être chrétien et être anarchiste, c'est la même chose, je le dis clairement. Voilà, mais d'abord, pourquoi cette question ? Comme chrétien, je crois que tous les domaines de l'existence sont sous le regard de Dieu, et je crois que nous sommes appelés à obéir à Dieu dans tous les domaines de nos vies. Tous les domaines de nos vies personnelles, mais aussi de la vie sociale et politique. Tout appartient à Dieu et toute la création est appelée à un renouvellement, car si Dieu a tant aimé le monde, c'est bien pour le salut du monde
Un salut qui est déjà là et en même temps à venir en espérance. C'est, je crois d'ailleurs, toute l'originalité ou la nouveauté du christianisme par rapport au judaïsme. Le règne de Dieu est déjà là, on n'a plus seulement à l'attendre, même si on doit encore l'attendre. On a à vivre déjà radicalement du règne de Dieu car il est déjà là. Cette nécessité de vivre sa foi dans tous les domaines de l'existence est, je crois, profondément biblique, mais comme beaucoup se revendiquent de la Bible, et qu'on peut difficilement se revendiquer de la Bible sans s'en référer à une tradition, je soulignerai que cette dimension est une donnée particulièrement fondamentale de la Réforme, et en particulier du calvinisme. Pour preuve, je citerai ici cet extrait d'un article sur la pensée de Jean Calvin. Je cite. « Pour Calvin, l'homme est certes mauvais par sa nature dégénérée, mais il peut être régénéré par la grâce. Le chrétien ne peut abandonner le monde au mal. Il doit, faisant partie de l'humanité restaurée, sanctifier la vie sociale. Il doit coopérer à l'œuvre divine aujourd'hui et ici, car le royaume de Dieu peut et doit être édifié dès ici-bas, même si sa parfaite réalisation ne se verra qu'à la parousie. » Voilà, fin de citation. Se pose donc la question, pour nous chrétiens, pour les chrétiens, de la vie en société, de la vie en société du chrétien qui est donc appelée à être celle de la terre et lumière du monde, et à faire partie d'un peuple de prêtres. On passe maintenant à l'anarchisme chrétien. Face à ces préoccupations politiques et sociales, un certain nombre de chrétiens se sont revendiqués de l'anarchisme, ou en tout cas puisé dans l'anarchisme une source d'inspiration. Ou bien encore, certains ont partagé, avec certains traits typiques de l'anarchisme, des similitudes frappantes. Je pense à Élisée Reclus, Léon Tolstoï, Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin, Ivan Illich, Jacques Ellul, sur lequel nous reviendrons, ou encore Bernhard Heller, pour les exemples les plus évidents. Voilà, avant de commencer avec l'anarchisme, j'aimerais quand même qu'on puisse échanger et nous entendre les uns les autres sur nos perceptions de l'anarchisme. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous, quand vous entendez anarchisme, vous entendez, anarchisme ou anarchie, qu'est-ce que vous entendez? Quels mots vous viennent à l'esprit? Désordre. Refus d'autorité. Voilà, refus d'autorité. Partage. Allez parler spontanément. Alors moi c'est la plus grande expression de l'ordre plutôt, puisque ça implique le respect des uns et des autres. Mai 68. C'est positif ou négatif? C'est positif ou négatif? C'est pas. C'était ça. C'était comme ça. C'était une révolution. C'était pas un anarchisme. C'était une révolution. C'est pas pareil. Alors, révolution, C'est un souhait, c'est pas pareil. L'anarchie, c'est on cherche la pagaille. Tout le temps, là. alors que la révolution, on cherche l'ordre. Non, mais on cherche à avoir autre chose. C'est un mouvement On veut politique. modifier ce qui existe. Comment? On veut modifier ce qui existe, mais ça. Ok. C'est un mouvement politique. Oui. Ouais. En dehors des lois de la société. C'est d'autres lois, peut-être. Non, c'est La ce qui liberté. fait le refus de l'ordre. La liberté. Oui, ça refus de l'ordre. Hein, ça. Le refus Refus de de l'ordre. Bah, c'est pas que négatif, ça peut être positif aussi. Ça peut être positif. De quoi, le refus de l'ordre? Non, Le- ce terme, on n'entend que des choses négatives. Alors, les choses positives sur l'anarchie ou l'anarchisme. Donc, partage, liberté, ordre. Quelqu'un a dit désordre et quelqu'un a dit ordre. Individualité. Non, Individu. fraternité, quoi. Alors, individualité, fraternité. Paradoxe encore. Moi, je dirais refus du pouvoir plus que le refus de l'ordre. C'est le refus de l'autorité, pas d'une autorité supérieure, enfin, En place. C'est le en pouvoir. place. Oui. Voilà, c'est Refus le du pouvoir. pouvoir. Moi, j'ai connu des anarchistes qui allaient même encore plus loin. Tout ce qui n'était pas eux-mêmes, ils étaient contre.
Ouais. Ça, c'est l'individualisme. Quand même, il faut rappeler que l'anarchisme, ça veut dire sans commandement. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, sans commandement. C'est ça. Il faut rappeler la définition. C'est pas ce que ça nous évoque. C'est pas de commandement. On est d'accord? Oui. Oui. Ça dépend desquels, commandement. Non, mais voilà, il y a déjà, je pense que les enjeux sont finalement cernés par nos questions. Donc, je vous propose de poursuivre. Donc, qu'est-ce que l'anarchisme? C'est notre première partie. Et je commencerai par les fondements. Alors, le terme anarchie, vous l'avez dit, est un dérivé du grec anarchia, composé du préfixe privatif an, qui veut dire sans, et du radical arché, qui signifie origine, principe, pouvoir ou commandement. L'étymologie du terme désigne donc d'une manière générale ce qui est dénué de principe directeur et d'origine. Cela se traduit par absence de principe, absence de règles, absence de chef, absence d'autorité ou absence de gouvernement. Mais concrètement, au-delà de l'étymologie, dans notre contexte, nous entendons par anarchisme un mouvement apparu au XIXe siècle de réaction au nationalisme et à l'étatisme. On peut toutefois dire qu'il n'y a pas un anarchisme, qu'il n'y a pas une doctrine anarchiste. Il n'y en a même pas du tout. Ce que l'on appelle anarchisme depuis le XIXe siècle, c'est d'abord une manière de vivre et d'appréhender le réel. Et si cette manière de vivre et d'appréhender le réel se nomme au XIXe siècle anarchisme, cet état d'esprit n'est pas pour autant nouveau. Les anarchistes se revendiquent aussi de convictions qui ont pu apparaître à travers l'histoire. Pour de nombreux théoriciens de l'anarchisme, l'esprit libertaire remonte aux origines de l'humanité. À l'image des Inuits, des Pygmées, des Santales, des Piaroas ou des Mérinas, de nombreuses sociétés fonctionnent, parfois depuis des millénaires, sans autorité politique, donc État ou police, ou suivant des pratiques revendiquées par l'anarchisme, comme l'autonomie, l'association volontaire, l'auto-organisation, l'aide mutuelle ou la démocratie directe. Sans parler pour le moment, ce serait trop prématuré, du judaïsme et du christianisme, pour les historiens de l'anarchisme, les premières expressions d'une philosophie libertaire peuvent être trouvées dans le taoïsme et le bouddhisme. L'anarchisme fait ainsi penser au principe taoïste de non-interférence avec les flux des choses et de la nature, d'idéal collectiviste et de critique de l'État. S'agissant du bouddhisme, l'anarchisme semble proche de son individualisme libertaire, de la recherche de l'accomplissement personnel et de son rejet de la propriété privée. Une forme d'individualisme libertaire est aussi identifiable dans certains courants philosophiques de la Grèce antique, en particulier dans les écrits épicuriens, stoïciens ou cyniques. Les cyniques, par exemple, donc c'est une école philosophique, sont contre l'idéalisme d'autres philosophes et les tabous que ceux-ci invoquaient, car ils disaient, les cyniques pensaient que ce qui comptait, c'était la vertu, contre l'idéalisme. Au Moyen-Âge, période qui a pas mal inspiré les anarchistes, il n'y avait pas vraiment d'État, mais la plupart des anarchistes considèrent que l'Église était totalitaire et était le pouvoir, entre guillemets, au sens négatif du terme. Le pouvoir de l'époque, pour les auteurs anarchistes du XIXe siècle, le pouvoir au Moyen-Âge, c'était non pas l'État, mais l'Église. Au moment de la Réforme, pour certains anabaptistes, l'État représentait le mal en soi. Plus tard, à la Révolution française, le mouvement dit des enragés
considérait que toute délégation de la volonté populaire équivalait à une aliénation de sa liberté. Donc voilà pour la filiation un peu historique que l'on peut retrouver chez les historiens de l'anarchisme que vous pouvez trouver en librairie. Et si je dis que les juifs et les premiers chrétiens étaient des anarchistes, j'anticipe évidemment un peu. Et pour aller même contre cette idée, force est de constater en toute objectivité que les grands théoriciens de l'anarchisme n'ont globalement pas vu dans les chrétiens des alliés, ni même des prédécesseurs. Au contraire, puisque les anarchistes ont été historiquement, et continuent à l'être, pour ceux qui sont revendiques, contre le christianisme, en tout cas tel qu'ils le percevaient ou le perçoivent. Mais passons maintenant au mouvement anarchiste tel qu'il se déploie au XIXe siècle. L'anarchisme est donc une philosophie politique qui présente une vision d'une société humaine sans hiérarchie et qui propose des stratégies pour y arriver en renversant le système social autoritaire. L'objectif principal de l'anarchisme est d'établir un ordre social sans dirigeant ni dirigé, un ordre fondé sur la coopération volontaire d'hommes et de femmes, libres et conscients, qui ont pour but de favoriser un double épanouissement, celui de la société et de l'individu qui participe à celle-ci. Selon l'essayiste M. Day, je cite, « On ne le dira jamais assez, l'anarchisme, c'est l'ordre sans le gouvernement, c'est la paix sans la violence, c'est le contraire précisément de tout ce qu'on lui reproche, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. » À la source de toute philosophie anarchiste, donc, on retrouve une volonté d'émancipation individuelle ou collective. L'amour de la liberté, profondément ancré chez les anarchistes, les conduit à lutter pour l'avènement d'une société plus juste, dans laquelle les libertés individuelles pourraient se développer harmonieusement et formeraient la base de l'organisation sociale et des relations économiques et politiques. L'anarchisme est opposé à l'idée selon laquelle le pouvoir coercitif et la domination seraient nécessaires à la société. L'ennemi commun de tous les anarchistes est l'autorité supérieure, sous quelque forme que ce soit, l'État étant leur principal ennemi. L'État, en effet, s'attribue le monopole de la violence légale, par la guerre ou les violences policières. Il s'attribue le droit de voler, par l'impôt, et de s'approprier l'individu par la conscription ou le service militaire. C'est le point de vue des anarchistes. Mais l'anarchisme est loin d'être univoque. Je vous présente donc rapidement les différents grands courants de l'anarchisme. Premier courant, vous allez voir qu'il y a vraiment une diversité. L'anarchisme individualiste, principalement représenté par Stirner. Stirner prône un individualisme absolu. Il s'oppose à la raison objective au nom de la subjectivité et du vécu individuel. Les anarchistes individualistes comprennent l'individu comme l'unique, l'individu réel, existant, effectif, différent de tous les autres par son existence, et non comme un concept ou une idée générale. L'individu est son propre principe directeur. Il existe en soi et par soi, et ne saurait être réduit à aucun concept. Pour les anarchistes individualistes, toute tentative de réduction de l'individu à un concept, aussi séduisant soit-il, constitue pour l'individu une coercition inacceptable, une tentative de négation de ce qu'il est. Voilà donc pour l'anarchisme individualiste. Ensuite, l'anarchisme critique de Proudhon. Nous reviendrons sur Proudhon un peu plus tard. Mais c'est lui qui a lancé ce terme d'anarchisme comme nous le comprenons aujourd'hui et qu'il définit comme, je cite, l'ordre sans le pouvoir.
Proudhon est méfiant envers les idéologies et les systèmes politiques, et il veut d'abord s'occuper d'économie, là où il voit de profondes injustices. Pour Proudhon, l'activité humaine engendre la société, le travail, fondement de la société, est le réalisateur de la liberté. Le travail réalise pour Proudhon l'accord parfait de la vie, de l'intelligence et de la liberté. Proudhon constate qu'il n'y a pas de richesse sans travail. C'est la participation du travailleur à la production qui crée la valeur ajoutée. Et donc le travailleur a pour Proudhon le droit de jouir de son travail. Mais dans le monde capitaliste que voit Proudhon, le problème c'est que le revenu du travailleur dépend du bon vouloir de son patron. Le travailleur survit alors que le capitaliste accumule les richesses grâce à la force collective des travailleurs qui l'utilisent. Proudhon dénonce donc le fait que la révolution de 1789 ait fait de la propriété un droit imprescriptible, alors que pour Proudhon, la propriété est une fonction et non pas un droit. C'est pour Proudhon, la propriété, un moyen de travailler et de jouir de son travail, et non pas un droit que l'on aurait par principe et de manière extensible. Contre les propriétés injustes, celles du plus fort, il faut pour Proudhon généraliser la propriété. Car pour Proudhon, si la propriété c'est le vol, quand elle est acquise injustement, la propriété c'est aussi la liberté. Tout citoyen est donc, pour Proudhon, appelé à devenir propriétaire. Proudhon est donc favorable à une société où tout le monde est propriétaire, mais une société mutualiste, la sociabilité étant un fait de nature et non de culture. Pour Proudhon, au contraire de Rousseau, la société humaine existe naturellement, avant toute convention. Le contrat social de Rousseau n'est pour lui qu'une vue de l'esprit. C'est la division du travail et l'unité d'action collective qui cimentent naturellement la société. Proudhon reproche donc à Rousseau de considérer que c'est la société qui déprave l'homme, la conséquence étant que chez Rousseau, ce n'est plus la loi qui est faite pour l'homme, mais l'homme qui est fait pour la loi. Ceci étant dit, pour Proudhon, il ne faut pas faire une révolution. Il faut laisser la révolution se faire sur plusieurs siècles. C'est le contraire de ce que pense Bakounine, pour qui la révolution passe par la guerre civile. Pour Bakounine, il y a une distinction fondamentale entre la communauté sociale, naturelle et nécessaire d'une part, et d'autre part l'État, unité artificielle qui ne s'explique que par le sacrifice des libertés. Pour Bakounine, la société est bonne quand elle ne s'impose pas autoritairement, mais naturellement. Bakounine propose donc une gestion collective, égalitariste de la société. Nous passons maintenant à l'évangélisme libertaire de Tolstoï. Tolstoï part du principe que la vie heureuse se trouve dans une certaine pauvreté, dans la communion avec la nature, dans le travail manuel, la convivialité, et dans le fait de ne jamais rendre le mal pour le mal. Pour Tolstoï, comme pour les autres anarchistes, c'est l'État qui crée le désordre, les hommes étant capables, sans autorité, de trouver un ordre qui leur convienne. Tolstoï souligne, contre l'historiographie étatiste, que le facteur historique principal et décisif, ce ne sont pas les grands personnages historiques et les chefs d'État, mais bien le peuple et l'âme des peuples. Exemple très concret, quand dans les manuels d'histoire on lit que telle guerre a été gagnée par un général ou un grand chef d'État, eh bien, pour Tolstoï,
ce qui fait qu'une guerre est gagnée et que finalement l'histoire est allée dans cette évolution-là, c'est parce que il y a un peuple qui a suivi. C'est le peuple qui est le facteur déterminant et non pas, voilà, les chefs. C'est un peu la vision de l'histoire des anarchistes. Voilà. En tout cas de Tolstoï. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, chez à peu près tous les anarchistes. Et enfin, je vous parlerai, avant de passer à quelques autres courants de l'anarchisme, autre grand courant, le communisme anarchiste de Pierre Kropotkin. Pour Kropotkin, la problématique fondamentale de l'organisation sociale, ce n'est pas la production, mais la consommation. La société doit, selon lui, d'abord chercher à satisfaire les besoins et la production suivra. Or, selon lui, le capitalisme a perverti la finalité naturelle de la production, qui est la consommation. L'anarchisme de Kropotkin ne fait que s'inspirer des hommes qui, au XIIe siècle, ont choisi de s'organiser en communes et de fonctionner sur la base de la libre entente des individus. Pour Kropotkin, le laisser-faire des libéraux est illusoire, car il y a l'État régalien qui fait en fait profiter le capital. Surtout, les libéraux partent du principe que l'homme est un loup pour l'homme, et que la société doit donc fonctionner en se basant sur les égoïsmes individuels. Alors vous connaissez peut-être à ce propos la théorie d'Adam Smith sur la main invisible, c'est-à-dire que l'idée d'Adam Smith, c'est que la société doit simplement permettre à chacun d'agir de manière égoïste, de chercher à satisfaire ses désirs et ses besoins, et ainsi, par une sorte de providence que Adam Smith appelle la main invisible du marché, eh bien, la société va fonctionner. Et donc, pour les anarchistes, c'est évidemment un leurre. Et je vous cite un autre grand théoricien du libéralisme qui s'appelle Bernard de Mandeville, qui dit, je cite, « Les vices des hommes dans l'humanité dépravée peuvent être utilisés à l'avantage de la société civile et on peut leur faire tenir la place des vertus morales. » Voilà, donc ce que Kropotkin reproche en fait aux libéraux, c'est qu'ils considèrent que finalement, il faut que chaque être humain puisse obéir à ses désirs, obéir à ses pulsions, à ses égoïsmes, et que, quelque part naturellement, la société va s'organiser. C'est évidemment tout le contraire de ce que pensent les anarchistes. Pour Kropotkin, en effet, il est faux de dire que l'homme est un loup pour l'homme. Contre le darwinisme social des libéraux, il défend l'entraide comme facteur de l'évolution, mettant en valeur la coopération ou le dévouement comme source de progrès des sociétés. Contre Darwin, Kropotkin estime que le sentiment de solidarité est le trait prédominant de tous les animaux qui vivent en société. Et il défend l'idée selon laquelle le sens moral est une faculté humaine naturelle. Kropotkin dénonce le fait qu'à son époque, je cite Kropotkin, « Nous vivons côte à côte sans nous connaître. L'État seul a la charge de veiller à ce que nous ne lésions pas notre prochain et, le cas échéant, de réparer le mal en nous châtiant. » Pour Kropotkin, l'anarchie, c'est l'ordre, mais l'ordre fondé sur la morale uniquement, sur une discipline d'autant plus exigeante qu'elle est libre et personnelle. Il faut pour Kropotkin résister au principe du chacun pour soi et l'État pour tous. L'anarchie procède donc avant tout d'une révolte morale. L'anarchie est un état d'esprit contre l'esprit d'État, c'est-à-dire un esprit de liberté contre l'esprit de domination et de servitude, de pouvoir et de passivité, de domination et de soumission, d'irresponsabilité, d'assistanat, d'abêtissement et d'abrutissement. L'adage de la conception de la société de Kropotkin, c'est « à chacun selon ses besoins, de chacun selon
ses capacités. Je répète, à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités. Je peux te poser une question? On parlait de communisme, anarchisme. Est-ce que c'est à l'époque de l'arrivée, l'émergence du communisme? C'est avant Lénine, enfin... Comment alors Kropotkin, c'est le milieu du 19e, et Lénine, c'est fin 19e, c'est bien 20e, c'est... Comme ça, les anarchistes sont fait massacrer par les... Et oui, il y a de gros conflits, évidemment. On va venir Je vous propose, parce qu'il est prévu un moment après ouais, cette voilà, présentation, encore 5 minutes et puis... et vous poserez vos questions. Allez, encore 5 bonnes minutes et puis un tas de questions, même si, voilà, je vous dis, je ne suis pas spécialiste de l'anarchisme, hein, mais je pourrais quand même répondre à quelques questions, je pense. Voilà, donc pour compléter le tableau sur les différents courants de l'anarchisme, il me faut mentionner encore l'anarcho-syndicalisme, qui propose une méthode, le syndicalisme, couplé à l'anarchisme comme moyen de lutte et d'accès vers une société anarchiste. Ce mouvement est largement influencé par les écrits d'Émile Pouget ou encore de Fernand Pelloutier. Il faut aussi parler, j'ai pas envie d'en parler, mais il faut bien en parler, de l'anarcho-capitaliste, qui est un mouvement issu de la pensée libérale, libertarienne et anarchiste individualiste américaine. Ce mouvement veut rendre à l'individu tous les droits usurpés par l'État, y compris les fonctions dites régaliennes, c'est-à-dire la défense, la police, la justice et la diplomatie. L'anarcho-capitalisme défend la liberté individuelle, le droit de propriété et la liberté de contracter. Je terminerai ce tour d'horizon sur les différents courants de l'anarchisme avec ce que l'on nomme parfois les anarchistes de droite. Alors, quand on dit anarchisme de droite, on suppose que les anarchistes sont à gauche. Ce qui reste à prouver, en tout cas, il faut voir ce qu'on entend par la gauche. Non mais c'est vrai, parce que... alors au XIXe siècle, dans l'échiquier politique, on peut plutôt effectivement mettre les anarchistes à gauche, mais après, c'est plus complexe, parce que avec le temps, la gauche va plutôt être pour plus d'État. Alors que les anarchistes sont pour le moins d'État possible, et même plus d'État. Donc voilà, vous voyez bien le paradoxe. Donc, mais je passe quand même à ce qu'on appelle les anarchistes de droite. Ceux-ci sont relativement méfiants envers la nature humaine et sceptiques sur l'idée de progrès issue de la philosophie de Lumière. On les range traditionnellement à droite, car ce sont des individualistes farouches, qui dénoncent la bien-pensance et les impératifs moraux et esthétiques de la gauche. L'anarchisme de droite apparaît surtout, en fait, comme un mouvement littéraire qui regroupe des auteurs qui s'opposent aux formes gouvernementales traditionnelles comme la démocratie, le pouvoir des intellectuels et le conformisme. L'anarchisme de droite est en fait plutôt une attitude et une esthétique plutôt qu'une idéologie structurée, autour de valeurs qu'on range plutôt aujourd'hui à droite, telles que l'anti-égalitarisme aristocratique, l'individualisme et l'esprit libertin. Donc les anarchistes de droite les plus célèbres sont Louis-Ferdinand Céline, François Richard, Michel-Georges Midberg et encore un contemporain, Marc-Édouard Nab. Voilà. Conclusion sur l'anarchisme. Déjà, avant les questions, encore un petit effort. En somme, disons que l'anarchiste est par définition inclassable. L'anarchisme, c'est finalement un mode de vie, une morale ou une vision du monde avant d'être l'adhésion à une idéologie. Mais grosso modo, pour les anarchistes, c'est le principe autoritaire qui perpétue le mal. Les anarchistes prônent un retour à une liberté perdue. Et les anarchistes ont en commun le dégoût pour toutes les contraintes
qui procède des institutions fondées sur le principe d'autorité. L'anarchisme apparaît donc avant tout comme une morale, et quelle meilleure définition de la morale anarchiste que celle proposée par Pierre Kropotkin dans son livre qui s'appelle « La morale anarchiste ». Voilà la fin du livre de Kropotkin sur la morale anarchiste, et je vais demander à Guy Bertrand de nous lire ça. Donc, la fin de la morale anarchiste de Kropotkin, je viens jusque-là. C'est un peu, voilà. C'est tout. Donc voilà, la fin du livre, la morale anarchiste de Kropotkin. L'anarchiste est par... non, c'est pas ça. C'est à partir. C'est là. D'accord. Si tu ne sens pas en toi la force, si les forces sont justes, ce qu'il faut pour maintenir une vie grisâtre, monotone, sans forte impression, sans grande jouissance, mais aussi sans grande souffrance, eh bien, tiens-toi au simple principe de l'équité égalitaire. Dans les relations égalitaires, tu trouveras à tout prendre la plus grande somme de bonheur possible, étant donné tes forces médiocres. Mais si tu sens en toi la force de la jeunesse, si tu veux vivre, si tu veux jouir de la vie entière, pleine, débordante, c'est-à-dire connaître la plus grande jouissance qu'un être vivant puisse désirer, sois fort, sois grand, sois énergique dans tout ce que tu feras. Sème la vie autour de toi, remarque que tromper, mentir, intriguer, ruser, c'est t'avilir, te rapetisser, te reconnaître faible d'avance, faire comme l'esclave du harem qui se sent inférieur à son maître. Fais-le si cela te plaît, mais alors sache d'avance que l'humanité te considérera petit, mesquin, faible, et te traitera en conséquence. Ne voyant pas ta force, elle te traitera comme un être qui mérite de la compassion seulement. Ne t'en prends pas à l'humanité si toi-même tu paralyses ainsi ta force d'action. Sois fort au contraire, et une fois que tu auras vu une iniquité et que tu l'auras comprise, une iniquité dans la vie, un mensonge dans la science, ou une souffrance imposée par un autre, révolte-toi contre l'iniquité, le mensonge et l'injustice. Lutte. La lutte, c'est la vie d'autant plus intense que la lutte sera plus vive. Et alors tu auras vécu. Et pour quelques heures de cette vie, tu ne donneras pas des années de végétation dans la pourriture du marais. Lutte pour permettre à tous de vivre de cette vie riche et débordante, et sois sûr que tu retrouveras dans cette lutte des joies si grandes que tu n'en trouverais pas de pareilles dans aucune autre activité. C'est tout ce que peut te dire la science de la morale. À toi de choisir. Alors, je retrouve mes feuilles, voilà. Allez, je vais vous demander encore 5 minutes, juste un petit excursus, parce que la deuxième partie est, voilà, pour que ce soit équilibré avec la deuxième partie, on coupe au milieu. Je vous propose un petit excursus qui fait un peu la transition avec la deuxième partie. La deuxième partie étant clairement un plaidoyer pour un anarchisme chrétien ou pour un christianisme anarchiste. C'est selon. Donc voilà, un petit excursus. Donc avant d'aborder l'anarchisme d'un point de vue chrétien et de vous dire pourquoi, selon moi, l'anarchie est l'attitude politique à laquelle les chrétiens sont appelés, je vous présente 2 personnages qui vont peut-être déjà poser des jalons à ce que je dirai tout à l'heure. Je trouve ces 2 personnages très intéressants quant à leur rapport à l'anarchisme et au christianisme. Premier personnage, Pierre-Joseph Proudhon. Nous avons parlé de la doctrine anarchiste de Proudhon. Je voudrais évoquer son rapport avec le christianisme, car il est pour le moins ambigu. Il faut se rappeler que Proudhon
définit l'anarchie comme une forme de gouvernement sans maître ni souverain. Proudhon dénonce l'absolu qui détruit tout ordre humain sous sa botte. Proudhon dénonce l'absolu qui détruit tout ordre sous sa botte. Et quel meilleur représentant à ses yeux de l'absolu que Dieu? Pour Proudhon, Dieu c'est le mal, car il a l'impression que Dieu permet le mal et que ses serviteurs, c'est-à-dire les prêtres qu'il côtoie, en sont complices. Mais dans son livre de la justice dans la Révolution et dans l'Église, Proudhon dira, je cite, « Je pense à Dieu depuis que j'existe ». Fin de citation. Et il faut savoir que Proudhon a relu la Bible en large et en travers. Il participe en effet, par son activité professionnelle, à l'impression d'une Bible et en annote une avec des sentiments ambigus. Proudhon s'intéressait à la Bible dans sa démarche d'étude de ce qu'il appelle les antiquités socialistes, et ce afin de déterminer, selon ses dires, la loi théorique et pratique du mouvement, sous-entendu le mouvement de l'histoire des hommes. Donc voilà, Proudhon essaie de réfléchir à ce qui fait que l'histoire avance de telle ou telle manière. En parlant de ses études bibliques, Proudhon dira, je cite, qu'on se raille, si l'on veut, de mes prétentions théologiques. C'est une étude que je n'ai jamais quittée et qui me paraît encore la plus belle et la plus féconde. Concrètement, Proudhon note son respect pour la loi sabbatique transmise par Dieu à Moïse, loi sabbatique faite, selon Proudhon, pour édifier non pas une agglomération d'individus, mais une société vraiment fraternelle. Et puis Proudhon vante le génie, le verbe sans égal de Jésus. Dans un retour sur l'histoire, Proudhon remarque que c'est grâce à Jésus de Nazareth que, je cite, « l'idolâtrie fut détruite, l'esclavage aboli, et que, avec le mouvement qu'il a impulsé, la dissolution fit place à des mœurs plus austères, le mépris des richesses fut poussé quelquefois jusqu'au dépouillement. » Proudhon ajoute qu'avant Jésus, je cite, « la justice n'avait existé que pour les maîtres. Elle commença dès lors, avec Jésus, à exister pour les serviteurs. » Fin de citation. Donc, contrairement à des idées reçues liées à un contexte bien particulier, d'un christianisme finalement lié au pouvoir et à l'État, eh bien Proudhon a trouvé dans la Bible, et peut-être en Dieu, un interlocuteur. En tout cas, clairement, il a trouvé en la Bible un moyen de nourrir sa pensée et sa vision du monde. Deuxième grand personnage de cet excursus, avant une petite pause question, Jacques Ellul, théologien protestant, bien plus connu aux États-Unis qu'en France. Jacques Ellul est une des grandes figures de ce que l'on peut appeler l'anarchisme chrétien. Il se sent proche de l'anarchisme, et ce, au nom même de sa foi chrétienne. Il dira dans son célèbre opuscule « Anarchie et christianisme », je cite, « Plus je comprenais sérieusement le message biblique, plus je rencontrais l'impossibilité d'une obéissance serve à l'État, et plus j'apercevais dans la Bible les orientations vers un certain anarchisme. » Pour Jacques Ellul, l'anarchie implique en effet d'abord l'objection de conscience à toutes les obligations humaines. Or, Ellul critique la démocratie telle qu'elle existe, car il estime que c'est un anonymat qui exerce un pouvoir sur l'anonymat. Jacques Ellul estime qu'il faut, en conscience, résister et même se détourner de l'État.
l'État étant pour lui le grand gardien de ce qu'il appelle le système technicien. Il estime que si l'objection de conscience se généralise par le boycott du vote, de l'impôt, de l'école ou de l'administration, eh bien la situation deviendra ingérable pour le pouvoir en place. Là où Ellul voit une différence entre l'anarchisme et le christianisme, c'est sur la conception de la nature humaine. Pour Jacques Ellul, il est faux de croire que c'est la société qui corrompt l'homme, l'homme ayant toujours envie de dominer. Pour Jacques Ellul, il faut donc tendre vers une société anarchiste, mais il dit bien qu'on ne l'atteindra pas. Il faut simplement, pour lui, chercher un mode de vie libre, enraciné, formé de contre-pouvoirs et de corps intermédiaires, la fin ne justifiant pas les moyens. Si la société anarchiste est impossible, pour lui, il faut quand même tendre vers des institutions nouvelles émanant de la base qui finiraient par détruire ce qu'il faut pour lui détruire. Voilà, j'en ai fini avec la première partie. Je vous propose une petite pause peut-être, des questions, je sais pas. Moi je voudrais dire qu'en fait, ce que je ressens, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est pour moi c'est un idéal en fait. Vous avez parlé d'une morale, mais aussi d'un idéal. En fait, l'anarchiste, en fait, il ne proscrit pas le christianisme. Ce qui proscrit, c'est le. Ouais. Ce qui proscrit pas, c'est le christianisme. C'est la religion. Le religieux, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Hein? Oui, monsieur dit que. Oui, Frédéric disait que. Oui, ce que les anarchistes critiquent, c'est non pas le christianisme en son essence, c'est ce qu'on en a fait, c'est la religion chrétienne, l'Église qui perçoit. Voilà, je pense que voilà, c'est ce qu'on dira tout à l'heure, mais voilà, il n'a pas critiqué, le christianisme, il a critiqué la trahison du christianisme. Enfin, pour Proudhon, mais tous. Est-ce que tu peux développer ce que tu appelles la trahison du christianisme? Bah, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. D'accord. Non, c'est en fait, parce que mon grand-père était anarchiste, il m'expliquait en fait que l'enseignement de la Bible dans les églises, ça se fait à coups de bâton. On prenait des coups de bâton. Donc on enseignait et puis en plus de ça, c'est que c'était, ils étaient en fait avec les gros patrons terriens, c'était terrible. Quoi. En fait, ce qui était proscrit chez les anarchistes, c'était ce côté, cette espèce de goinfre, ce goinfrerie, quoi. Et ce qu'il a accepté, ce qu'il le pauvre, enfin, dans les évangiles, c'est vrai, c'est qu'il y a un personnage centre, c'est le pauvre, quoi. L'homme complètement dépouillé de son. D'ailleurs, c'est le Christ quand il dit à un moment, tu veux me suivre, vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est pas la sécurité, c'est pas. C'est le. Enfin, je suis pas chrétien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, je voudrais dire aussi que anarchisme de droite, pour moi, c'est. Je ne sais pas comment dire ça, mais. Ça apporte une ombre à cet idéal, enfin, à cette morale. Et je trouve que ça ne devrait pas s'appeler anarchisme. C'est pas moi, mais c'est. Disons que les anarchistes de droite, en fait, ce qu'ils critiquent, c'est. Comment dire? Ils critiquent en fait l'État qui organise, ils critiquent les bons sentiments, voilà, les grandes valeurs républicaines. Ils ne croient pas non plus en l'homme, quand même. Bah, moi, c'est ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils croient pas. Ils croient en l'homme qui s'élève moralement, en fait. Voilà, il y a un certain aristocratisme. C'est-à-dire que pour eux, voilà,
ils insistent beaucoup sur l'individu, sur le fait que l'individu doit s'élever, doit être fort, et quelque part, ils critiquent un monde où finalement on attend tout d'en haut, où voilà, le peuple est complètement conditionné en fait. Ce sont, voilà, pour eux, il faut s'élever, il faut sortir des grands principes républicains qui en fait abêtissent l'homme. De leur point de vue, les anarchistes de droite, c'est ça. C'est pour eux, pour la société moderne, c'est une société d'abrutissement qui déresponsabilise, alors que l'homme, il insiste beaucoup sur l'individualisme, sur le fait que l'homme doit prendre ses responsabilités, doit s'élever moralement. Mais bon, et par rapport au fait que, sur le rapport aux autres, alors toute ambiguïté, c'est que oui, il y a une partie de l'anarchisme qui se dit individualiste. Mais pour tous les anarchistes, c'est un individualisme comment dire? C'est une critique déjà, l'anarchisme de droite est très critique par rapport à une vision du peuple déjà qui est très haussière. Ouais, c'est ça. L'ouvrage de Céline, c'est très... Voilà, il critique le peuple Céline était pacifiste, voilà. C'est ça, il critique comment dire, oui, l'homme qui ne s'élève pas, on ne peut pas dire autrement, sans que ce soit critique, hein, c'est leur perception. L'homme qui se laisse aller, qui suit ce qu'on lui dit de faire, qui obéit à ce qu'on lui dit et qui ne réfléchit pas. C'est beaucoup sur la conscience critique et il justifie quand même l'idée que la liberté, c'est un renard libre dans un poulailler libre. Ouais, mais bon, en même temps, Céline, par exemple, il était médecin et voilà, il avait des relations très proches avec ses patients. Oui, mais ça après, c'est... Est-ce que c'est identique? Je sais pas. Il a fini pauvre. Je crois qu'il y a il a fini pauvre. Disons qu'il avait... C'est ambigu, il n'aime pas les gens et le monde en tant que le monde est un peu abruti par l'État, par le nationalisme, mais il aime les vrais gens pour ce qu'ils sont. Enfin, c'est ambigu. On peut pas, Je crois qu'il y avait une question là. En ce qui concerne l'individualisme anarchiste, c'est vrai que la notion d'individualisme est devenue très ambiguë. Elle est récupérée un peu dans tout. Alors, par rapport à un individualisme libéral qui exalterait toute la part pulsionnelle des individus, je me demande si on ne devrait pas plutôt parler d'un personnalisme anarchiste. Parce que les anarchistes ont quand même une grande exigence par rapport à cet individualisme, qui n'est certainement pas un individualisme pulsionnel, un individualisme égoïste. Donc, moi, je récupérerais bien le terme personnaliste, qui a été créé par des chrétiens, mais je trouve qu'il s'applique bien aux anarchistes. Peut-être pour compléter la remarque, et puis je te laisse répondre, parce que justement, j'avais une question. Dans la présentation des anarchistes, tu as beaucoup parlé d'individualisme, et en effet, chez les capitalistes aussi, l'individualisme est une vertu, Voilà, donc c'est pour compléter, quelle différence, comment ils comprennent ces deux termes d'individualiste, à la fois chez les anarchistes et chez les capitalistes. Je me servirai d'une distinction que fait un auteur moderne qui s'appelle Dany Robert Dufour, qui distingue l'individualisme et l'égoïsme. Il dit que la société libérale ne pousse pas à l'individualisme, elle pousse à l'égoïsme. L'individualisme, c'est insister sur l'individu et sur le fait qu'il peut s'élever, sur la grandeur de l'individu, voilà, sur le fait que l'individu est une personne qui est capable de faire de bonnes choses et d'avoir des bons sentiments envers ses semblables et des bonnes actions envers ses semblables. Alors que l'égoïsme, qui est en fait l'individualisme libéral, c'est de l'égoïsme, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu sur les théoriciens du libéralisme, c'est vraiment intéressant, c'est que pour les libéraux, mais vraiment c'est dans leur conception, pour que le monde marche et pour que la société avance et pour que le marché avance, parce que c'est ça, pour les libéraux, le Dieu c'est le marché, il faut que chacun obéisse à ses pulsions. Et après, l'État, à la limite, selon qu'on est de droite ou de gauche, l'État peut un peu redistribuer, penser les plaies, etc. Mais au final, il faut que chacun puisse agir selon ses pulsions, ses envies. Et, voilà.
on peut faire effectivement la distinction personnalisme-individualisme. On peut aussi faire la distinction individualisme et égoïsme. Moi, ce qui me Question là après. Oui. Oui, c'est on critique l'État, comme si c'était une personne qui dit que l'État c'est une émanation, un pouvoir qu'on a organisé et tout, qui peut se modifier. On rejette tout sur l'État, qui c'est un groupe de personnes qu'on a désigné, qu'on a nommé. Voilà. Et le problème c'est qu'on les a désignés et qu'on leur a dit. Ah bah oui, ça peut se modifier. Enfin, on critique l'État comme si voilà, on n'y peut rien y faire. Comme si c'était quelqu'un, c'est l'État, c'est lui, il fait ci. Mais non, c'est pas lui. On l'a désigné pour faire un peuple. Voilà. Il faut modifier la société d'une autre façon. Pour compléter cette question, quel rapport les anarchistes ont avec le droit de vote et le vote justement? Ah bah pour vous, l'État n'a pas lieu d'être. Donc, tout le problème, c'est que voilà, pour les anarchistes, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne d'en haut. En démocratie parlementaire, quelque part, on élit les responsables pour qu'ils s'occupent de ce qu'il y a en bas. Pour les anarchistes, tout part d'en bas. Par exemple, même dans une commune, ce qu'il faudrait, c'est que n'importe qui se lève et dise, bah voilà, on a envie de s'organiser comme ça, ils discutent, et puis voilà. Les gens élisent un maire, alors que dans nos sociétés, ça vient d'en haut en fait, tout ça. Il faut bien faire quelque chose, pour faire quelque chose, il faut avoir les moyens, pour avoir un budget, etc. Il faut bien quelqu'un qui ait les... Oui, mais le budget, si... C'est la démocratie qui est imparfaite. Donc. Ah bah peut-être, voilà. Ah bah, c'est pas qu'elle est imparfaite, c'est quoi le complètement... Mais j'en veux pas de démocratie. Alors peut-être, oui. Je crois que Réna a une question. Oui, moi je trouve que vous n'avez pas assez insisté sur l'autogestion. Ouais. Parce que ça répond à ces questions de gestion des finances et d'autorité qui effectivement, il y a besoin quand même qu'il y ait quelqu'un qui fédère les... Tu peux expliquer c'est quelle autogestion alors, en profiter pour... L'autogestion, le mot dit ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a eu des expériences autogestionnaires, il y en a eu en ex-Yougoslavie, je ne sais plus comment s'appelle ce pays maintenant, dans la ville de Ljubljana. Et il y en a eu en Espagne, où ça marchait très bien. Les franquistes et Staline les ont exterminés. Mais ça marchait très bien en autogestion. On ne prend pas le citoyen pour un imbécile. Il a participé et ça marchait très bien. Oui, mais c'était des sociétés. Alors, en Catalogne, c'était important. Une dernière question et puis on va avancer. Je crois que... Non, ce n'était pas une question. Ou une remarque. Pour peut-être rappeler que pour les anarchistes, l'État, comme toute institution, leur analyse, c'est que c'est jamais quelque chose de neutre au service du bien public. C'est toujours récupéré par la classe dominante. C'est toujours récupéré par les dominants. L'État n'est jamais neutre et n'est jamais au service du bien public, tout comme toutes les institutions qui tournent autour. Donc, ce que développent effectivement les anarchistes, c'est ce qui vient d'être dit, c'est l'auto-organisation, l'autogestion. Et c'est jamais l'instauration d'un pouvoir qui est censé agir au nom du bien commun. On pourra peut-être dire la même chose sur les églises, c'est peut-être ce que reproche Non, mais ce que les anarchistes reprochent historiquement aux églises, c'est d'avoir constitué une forme de pouvoir qui ne correspond plus à la foi des fidèles de base. Mais l'autogestion, elle nécessite une organisation, malgré tout. Ah oui, c'est pas le désordre l'anarchisme. L'anarchisme, c'est pas le désordre, c'est juste qu'on s'organise de la base, c'est la base qui décide, et c'est chacun qui a appris à prendre ses Mais responsabilités. comment faire pour ne pas recréer un État, alors? Alors je crois que c'est Proudhon qui dit que c'est le principe de subsidiarité. Voilà, il faut toujours faire... faut faire le maximum localement et voilà, si on peut par exemple produire des vêtements à Nevers, il faut produire des vêtements à Nevers. Il ne faut pas rentrer dans un système où tu vas chercher à bon entendeur. Pareil pour tout en fait. Est-ce que ça peut se conjuguer avec des milliards d'habitants? Enfin, voilà. Après, pour les anarchistes, il faut déjà partir d'en bas. Pour Proudhon, il faut parler. Je crois que la taille idéale, maximale, c'est 30-40 000 habitants. Avec une structure de 30, je crois que c'est très bien pour Nevers. Avec 30-40 000 habitants, on vote demain. Les hommes peuvent tout à fait
de gérer le bien commun entre eux à 30-40 habitants. Et après, dans la vision anarchiste, les communes peuvent se regrouper en fédération. Mais ça part vraiment de la base. L'idée, c'est de partir de la base, de partir de la responsabilité de chacun et de pouvoir s'autogérer au maximum. Mais ça demande une éducation. Eh oui. Alors, c'est une morale, hein, c'est vraiment... Une question, peut-être la dernière parce qu'il faut qu'on avance. Il y aura d'autres temps de questions après, ne vous inquiétez pas. Depuis 1968, moi j'étais moi-même, j'avais 20 ans, j'étais à Sorbonne en 1968, donc j'ai vu quand même un peu de près, et j'ai vu les anarchistes. Depuis, on entend moins parler, même si le drapeau noir circule, on entend davantage parler d'autonome, autogestionnaire peut-être, d'autonome. Est-ce que c'est un mouvement qu'on peut rapprocher de l'anarchie? Le mouvement autonome. Ceux qu'on appelle les autonomes qui se réclament comme tel. Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Ah oui, je pense que oui, leurs principes sont anarchistes. Il y a des exemples. Mais même finalement, ce qu'on voit dans le mouvement écologiste avec les AMAP, c'est quelque chose de très globalement, c'est les coopératives, des choses comme ça, c'est la mise en application des principes anarchistes. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'idéologie, il y a juste besoin de partir de la responsabilité de chacun. Et du plus petit groupe possible. Et voilà, l'anarchisme aujourd'hui, si on va un peu sur les sites internet, moi il me semble que ça fait bien, ça fait à la mode, mais c'est complètement démagogique. C'est l'idéologie, c'est plus de justice sociale, mais je pense qu'ils sont un milieu de... Je sais pas, les groupes comme la CNT et tout, je connais pas trop, mais dans ce que je peux lire sur internet, c'est... Je sais pas si c'est bien sérieux en fait. Je pense que c'est plus... voilà, se dire anarchiste, ça fait un peu mode, ça fait rebelle et tout, mais... Alors que l'anarchisme, c'est une morale, c'est pas taper sur... C'est pas juste crier sur l'injustice. Vous avez dit c'est immoral? C'est une morale. Ah oui, pardon. L'anarchisme est profondément moral. Et voilà, le paradoxe, je ne comprends pas pourquoi la plupart des anarchistes que je peux voir sur internet ou que j'ai pu rencontrer sont des gens qui tapent sur les religieux quelque part. C'est pas des fanatiques. Comment? C'est pas des fanatiques. L'image que j'avais, quand mon grand-père en parlait, c'est pas fanatique. Je propose là, pour que le temps passe, qu'on passe à la deuxième partie. Et à la fin de la deuxième partie, il y aura de nouveau un temps d'échange de questions. Voilà, on va passer à l'essentiel. Hein. Donc, voilà, un petit plaidoyer pour un christianisme anarchiste ou un anarchisme chrétien, c'est selon. Voilà, hein, je prétends pas avoir raison dans ce que je vais dire, mais voilà, vous pourrez vous-même cheminer à partir de ce que je vais dire, peut-être de manière un petit peu provocante et affirmée, mais voilà, je préfère faire comme ça, plutôt que vous donner l'impression de balancer une soupe. Voilà, au moins, je dis les choses clairement, et puis... En tout cas, c'est bien que les propos soient hiérarchisés, quoi. C'est l'ordre qui est sans pouvoir. Alors je pourrais pour cette deuxième partie vous renvoyer directement à l'œuvre de Jacques Ellul, son livre Anarchie et christianisme, à celui de Bernard Heller en anglais, Christian Anarchy, ou à celui de Guy Hebon, Anarchisme chrétien, en français. Mais je voudrais vous faire part d'un certain nombre de mes convictions à la lumière notamment de ce que ont déjà montré Jacques Ellul et Bernard Heller, et desquels je me suis largement inspiré. Mais je voudrais aussi vous faire part de convictions plus personnelles sur l'enseignement biblique et sur la tradition de la réforme de laquelle je parle. Il s'agit ici non pas d'imposer un point de vue, mais d'en proposer un à partir duquel vous pourrez peut-être affiner vos propres positions. Voilà, la conclusion sera donc claire, je préfère le dire. Moi, en tant que chrétien, ma posture politique, c'est l'anarchie. Même si je suis loin d'être un parfait anarchiste, puisque je suis loin d'être un parfait chrétien. Pensons-nous donc sur la Bible. Alors, au début, Dieu crée un monde bon, très bon même, et donne un grand rôle à l'humanité dans celui-ci. Mais dans le jardin d'Éden, vous le savez, le premier couple humain désobéit à Dieu, entraînant des conséquences désastreuses. Mais dans la Bible,
À chaque fois que l'humanité s'égare, Dieu rattrape le coup. À chaque fois, Dieu fait alliance avec quelqu'un ou quelques-uns pour que par la foi, il soit bénédiction pour l'humanité. Dans l'humanité dégradée par la chute, par le péché, c'est Abraham qui sera le modèle du croyant, dont beaucoup descendront par la foi. Dieu a donc fait une promesse de bénédiction à Abraham, une promesse qui concerne toute l'humanité. Voilà, je cite ici ce que Dieu dit à Abraham en Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu fait donc alliance avec Abraham, une alliance basée sur la foi, sur la confiance. Dieu demande donc à Abraham confiance et obéissance, comme il le fera pour ses descendants qui se succéderont. D'après la Bible, Dieu va continuer à se révéler dans la descendance d'Abraham et passera par ce peuple hébreu réduit en esclavage par le grand empire de l'époque, à savoir l'empire des pharaons. Dieu va donc libérer ce peuple de l'oppression de Pharaon et lui permettre de vivre libre et heureux dans un pays où coule le lait et le miel. Pour ce faire, Dieu va donner des lois et des coutumes bien spécifiques qui doivent permettre au peuple de vivre béni, dans les bénédictions de Dieu. Des lois qui doivent réguler la vie sociale et individuelle, de sorte que le vrai Dieu, le Créateur et le Libérateur, soit adoré et que son peuple vive libre et heureux. Voilà. Mais malheureusement, le peuple hébreu va largement faillir à obéir à Dieu, déjà au désert, entre l'Égypte et la terre promise. La terre promise par Dieu sera quand même conquise, et le peuple s'installera et adorera Dieu. Dieu donne pour diriger le peuple une loi transmise par Moïse, que tout le peuple donc connaît et dont il est collectivement responsable. Dieu va donner aussi des prêtres pour le système sacrificiel, mais il ne donne pas de roi, pas de chef. Voilà, en hébreu, roi, chef, c'est la même chose. Il ne donne pas de chef. Pour que le peuple vive une fois sur la terre promise, Dieu va simplement susciter des hommes qui sont, d'après les textes, choisis par Dieu et soumis à la volonté de Dieu, donc à la Torah, pour conduire le peuple. Donc voilà, la Bible ne nous dit pas que le peuple élit quelqu'un. Il nous dit juste, les textes nous disent juste que Dieu suscite des gens. Ce qui est très différent, évidemment. Donc à l'arrivée en terre promise, il y a peu d'organisation. Dieu choisissait seulement des hommes et des femmes pour être des leaders. C'est ce que raconte le livre des juges. Le livre des juges dira, je cite, mais je crois que je n'ai pas la citation là, je cite quand même le livre des juges, « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Ce qui ne veut évidemment pas dire que tout se passait bien, mais la Bible ne semble pas préconiser la direction d'un roi, l'élection d'un roi, ou la nomination d'un roi humain. Le fait qu'il y ait un dirigeant pour le peuple, un homme de pouvoir, est même, je crois, clairement mal vu. Pour Jacques Ellul, le premier texte anarchiste de la Bible, c'est dans le livre des Juges, chapitre 9, versets 8 à 15. C'est ce que l'on appelle la fable de Yotam. Donc c'est une fable qui est dite par un certain Yotam après que les gens de Sichem aient désigné un certain Abimélec pour roi. Et monsieur le pasteur va nous lire cet extrait. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous.
Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller m'agiter au-dessus des arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit,